le Conservatoire des frégates ensevelies, notre série de podcasts consacrée aux frégates corsaires l'Ariane et l'Andromaque coulées au large Plumeur nous offre l'occasion d'évoquer la guerre de course. Nous ne pouvions pas rêver meilleur interlocuteur que Pierrick Pourchasse. Bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Balise. Vous êtes professeur émérite d'histoire moderne à l'Université de Bretagne occidentale à Brest et chercheur au CRBC, le Centre de recherche bretonne et celtique. C'est bien ça ? C'est cela, oui. Tout d'abord, le mot guerre de course, c'est un terme ancien. Que signifie-t-il ? Que signifie guerre de course ? Guerre de course signifie perturber l'activité économique de l'ennemi en attaquant ses navires de commerce. Et à l'origine, cette expression vient de l'italien. Pourquoi ? Parce que l'Italie est la Méditerranée et l'Italie est une des régions où a commencé ce type d'activité militaire contre l'ennemi. Donc ça remonte à très loin finalement. Ça remonte au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge. Alors au Moyen-Âge, les cités maritimes italiennes comme Venise ou Gênes ne disposaient pas d'une énorme flotte de guerre. Et donc quand il y avait un conflit, les marchands ont demandé d'utiliser le droit de représailles. Pour cette raison, donc ils ont attaqué les navires de leurs ennemis avec l'accord des gouvernements des villes maritimes. Est-ce qu'on peut essayer de définir un corsaire ? Il y a deux types de courses. Tout d'abord, il y a la course privée. La course privée est organisée par des armateurs privés qui s'engagent à suivre des règles bien précises fixées par l'État. Par exemple, le pavillon doit être obligatoire lors d'une attaque. Le pavillon, c'est-à-dire le drapeau, si vous voulez, oui, le drapeau de la nation. Si les navires n'ont pas ce drapeau, cela est considéré comme une ruse. Un pirate. Si vous voulez, une sorte de pirate, et donc n'est pas accepté dans les règles de la course. Alors le but du corsaire le corsaire privé n'est pas de détruire l'ennemi, mais de ramener la prise au port, de ramener le vaisseau qui a été attaqué et de le revendre à son profit. C'est une guerre économique. Si vous voulez, c'est une guerre économique, puisque le revenu du corsaire provient de la vente de cette prise. Donc si on le détruit, bien sûr, il n'y a pas de revente possible et donc il n'y a pas de bénéfice. Et la deuxième forme ? Alors la deuxième forme, c'est la course d'État. La course d'État, c'est une stratégie qui se met en place en France sous Louis XIV. Donc le roi fixe à ses vaisseaux de guerre. Cela marque la déficit de la marine d'État. L'exemple, c'est la marine française durant la guerre de succession d'Espagne. Après la défaite de la Hougue, la marine française est carrément anéantie. Et donc, sous l'impulsion de Vauban, par exemple, la France se dirige vers une guerre corsaire, finance les activités corsaires, les favorise, parce que la marine militaire, je dirais, ne peut plus exercer son contrôle de la mer. Pour être corsaire, que ce soit dans la marine d'État ou les armateurs privés, il faut détenir un document spécial. C'est ça, il faut détenir ce qu'on appelle une lettre de marque, c'est-à-dire, alors c'est une lettre patente, c'est-à-dire une lettre délivrée par le souverain qui autorise le corsaire donc à faire la guerre contre les ennemis du royaume. Quels sont... Là, dans notre cas, ce sont des frégates donc de la marine officielle, on va dire. Ils sont partis 4 mois dans les Antilles et c'est une période à peu près similaire pour tout le monde. Une guerre de course, ça dure combien de temps ? Alors, la guerre de course, il y a différentes guerres de course. Selon les historiens qui ont travaillé à la guerre de course, ils distinguent 3 guerres de course. 3 types de guerres de course, si vous voulez. D'abord, il y a la petite guerre de course, je dirais, le long des côtes. Alors, l'exemple, c'est Dunkerque. Dunkerque qui se situe à proximité de l'Angleterre. Donc, ce sont des petits bateaux donc, qui essaient d'attaquer l'ennemi donc près de ses côtes. Alors, vous voyez, Dunkerque, la côte anglaise, c'est très proche. Alors, il y a deuxième type, c'est la course sur des espaces maritimes plus étendus. C'est par exemple le cas de Saint-Malo. Saint-Malo a des difficultés de faire la course près de ses côtes, puisque l'Angleterre se situe beaucoup plus loin. Donc faire la course dans la Manche, et même jusque dans la mer du Nord. Quand un vaisseau malouin, je dirais, arraisonne un vaisseau britannique, il peut l'emmener par exemple en Norvège. Bergen est un grand port d'accueil pour les navires qui sont pris par les Français. Et ensuite, il y a le troisième type, avec des bateaux plus importants. Le troisième type de guerre de course, c'est on peut dire la guerre de course transocéanique, où l'on va jusqu'aux Antilles chasser l'ennemi.
Surcouf, lui, c'était plus île de la Réunion. Oui, enfin, c'est ça, on peut aller très très loin. Mais là, les euh, bateaux sont plus gros, les oui. équipages sont plus importants. Et là, c'est vraiment la très grande guerre de course. Ouais. Et justement, les bateaux, alors là, on a des frégates, mais ça peut être, je sais pas, un baleinier, n'importe qui peut s'armer en course ou pas? Il faut des bateaux agiles et rapides. Oui, c'est ça. Alors, un baleinier, c'est peut-être pas le vaisseau le mieux adapté pour faire la guerre de Plus course. affûté. Alors, quelles sont justement les qualités d'un navire corsaire? C'est d'aller vite, d'être bien armé. Alors, ce qu'il faut savoir, donc bien sûr, la course d'État peut attaquer des navires militaires, mais je dirais le petit corsaire malouin ou dunkerquois s'attaque au vaisseau de commerce. Il ne va pas s'attaquer à un vaisseau bien armé parce que Bah non, il, il a aucune chance. non, il a aucune chance en face de ce vaisseau. Donc il s'attaque à des vaisseaux de commerce. Donc les vaisseaux de commerce qui sont des vaisseaux relativement lourds, relativement lents. Et donc, je dirais, il faut que ces vaisseaux corsaires soient quand même relativement rapides pour pouvoir rejoindre l'ennemi. Mais il n'y a pas de qualité nautique, je dirais, spécifique pour ces vaisseaux. Je dirais, la petite course, tout le monde peut la faire. Hein. Oui, Hmm. il faut pas avoir un armement spécial dans ces Ah cas-là. si, Si. les vaisseaux, bien sûr, Ils ont des canons aussi ou sont pas? armés. Oui, ils peuvent avoir des canons, bien sûr. Ouais. Mais je dirais, le petit corsaire ne s'attaque pas à plus fort que lui. Quoi. Il choisit le faible, parce que ce qui l'intéresse, c'est de faire une prise, la ramener au port, et puis bien sûr, récupérer l'argent sur Alors le navire justement, pris. comment se fait la vente? La vente, donc, le navire ennemi est ramené au port. Imaginons un navire de Saint-Malo qui prend un navire britannique dans la Manche, donc il le ramène à Saint-Malo. À Saint-Malo, donc, il y a un jugement qui est fait par le Conseil des prises, qui juge si la prise est bonne ou si la prise est mauvaise. Ah, si la prise est bonne, donc le navire et sa cargaison sont vendus aux enchères, et donc les résultats de la vente sont répartis entre le roi. Le roi touche généralement 10 à 20%, l'armateur touche 30%, et ensuite c'est l'équipage. Équipage, oui. Proportionnellement, le capitaine touche plus que les matelots, etc. Les veuves, en cas de mort d'un marin, les veuves touchent également une part de la vente. Et dans le cas de nos frégates, ils ont fait des prisonniers. Donc là, il y a un échange avec des prisonniers français sur les pontons. Comment ça se passe? Alors, pendant les guerres napoléoniennes, oui, il peut y avoir des échanges. Vous savez que les Anglais emprisonnaient donc les marins français sur des pontons, conditions de vie très, 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 très dures. Donc, il est possible d'échanger les prisonniers, ce qui se faisait régulièrement. Alors, quand un vaisseau arraisonne un navire ennemi, une partie de l'équipage du vaisseau corsaire monte sur le navire ennemi pour le ramener au port. Une partie de l'équipage donc du ennemi donc monte sur le vaisseau corsaire pour équilibrer les équipages et pour revenir au port. Par contre, normalement, il est strictement interdit de maltraiter. Je dirais, les corsaires sont considérés comme des prisonniers de guerre, alors qu'un pirate, lui, par exemple, peut être pendu. Un pirate, c'est un bandit, donc si un pirate est arrêté, généralement on le pend. On ne peut pas faire ça pour un corsaire. Un corsaire est considéré comme un militaire et donc bénéficie de droits comme tous les militaires. Et entre pirate et flibustier, alors il y a une différence ou pas? Alors ça, vous me parlez des Antilles, c'est très compliqué aux Antilles parce qu'aux Antilles, normalement il y a la course, mais les corsaires et les pirates je dirais, c'est très difficile de les distinguer. Je vous donne un exemple, l'île de la Tortue, qui est une île qui appartient à la France. Normalement, donc, les bateaux de l'île de la Tortue qui attaquent les ennemis de la France sont considérés comme des corsaires. Mais en même temps, l'île de la Tortue, ils sont pirates en même temps, et donc les Antilles, c'est très complexe. En Europe, c'est plus réglementé, c'est plus surveillé, et donc il y a moins de problèmes comme aux Antilles. Ouais. Et alors, comme vous le disiez, on parle souvent de Saint-Malo et de Dunkerque, Oui. avec des corsaires comme Surcouf ou Jean Bart. Oui. Alors pourquoi c'est eux qui ont toute la lumière et pas d'autres villes? Parce que j'ai vu qu'à Lorient, il y avait par exemple des chiens qui a été corsaire aussi. Bon, il a eu la mauvaise idée de mourir pendant une attaque, mais pourquoi on n'en parle jamais de lui et puis que d'autres? Il y a beaucoup de corsaires, hein, il y a beaucoup de ports corsaires. Hein. Oui. En Bretagne, il y a bien sûr Saint-Malo, il y a Morlaix, il y a Brest, il y a Nantes, il y a Lorient, comme vous venez de le dire. Je dirais tout le monde peut devenir corsaire. Il suffit de demander des lettres de marque, elles soient acceptées. Alors pourquoi Dunkerque? Dunkerque, on va commencer par Dunkerque. Pourquoi Dunkerque? Parce que Dunkerque se situe à
proximité de l'Angleterre. Donc, comme je vous l'ai dit, c'était de la petite course. C'est facile pour les Dunkerquois. Pourquoi Saint-Malo? Parce que Saint-Malo est un port très très actif, avec des bateaux adaptés. Vous savez que les Malouins avaient des relations suivies avec l'Espagne, et les vaisseaux qui faisaient le commerce espagnol étaient des vaisseaux relativement rapides qui pouvaient s'adapter très très facilement à la course. Alors pourquoi étaient-ils rapides? Parce que les Malouins ramenaient de l'argent de Cadix en France, mais aussi dans d'autres pays européens, notamment les Provinces-Unies, donc à des vaisseaux qui pouvaient s'adapter très facilement. Et puis, à Saint-Malo, il y avait de l'argent. C'était un des ports français les plus actifs à cette période. Le corsaire, il pouvait grimper aussi dans l'échelle sociale, on voit sur Couf. Ah ben Il a oui, une belle carrière. certains capitaines corsaires... Pas oui, tous, mais bon. pas tous, bien sûr, non. Non, mais certains pouvaient bien sûr grimper dans la hiérarchie sociale. Et certains... prenons l'exemple, changeons de pays, prenons l'exemple d'Angleterre. Un corsaire, William Blake, termine officier de Sa Majesté en Angleterre, un des grands officiers. Donc... vous voyez, on pouvait... En France, c'est la du Guet-Trouin, etc. C'est des gens qui sont montés dans la hiérarchie, alors que l'origine sont des corsaires. Hein. Et ça se pratiquait dans tous les pays, la guerre de course? Pratiquement dans tous les pays, oui. Certaines mers sont fermées à la guerre de course. Par exemple, la mer Baltique, il est interdit de faire la guerre de course en mer Baltique. Ça arrive qu'il y a des corsaires qui rentrent en Baltique, mais quand un corsaire rentre en Baltique, je dirais tous les pays riverains de la mer Baltique, ça s'organise pour chasser ce corsaire de la Baltique. Parce que... Parce qu'on veut que ça soit une mer calme, on veut une mer apaisée. Puis tous les pays de la Baltique, le Danemark, la Suède, la Russie, veulent très très intéressés par le commerce des produits, donc ne veulent pas de conflits dans leur zone d'intérêt. Alors, vous avez dit tout à l'heure, ça a commencé au Moyen-Âge et ça se poursuit jusqu'à quelle époque, la guerre de course? Alors, la guerre de course, donc à Paris en 1856, il y a un traité de paix qui est signé pour mettre fin à la guerre de Crimée. Et donc, à la suite de ce traité, tous les pays décident donc de mettre fin à la guerre de course, hormis un seul pays, les États-Unis. Et aux États-Unis, la guerre de course est aujourd'hui est encore légale. Ah bon? Non, ils ne la pratiquent pas depuis. Mais je dirais que si le nouveau président des États-Unis, pourquoi pas, hein, pourrait donner des lettres de marque à des armateurs américains, il pourrait se battre contre un ennemi américain. Et est-ce qu'on a vu, par exemple, des marins français faire la guerre de course, mais au profit d'autres pays? Ah oui, bien sûr. Il y avait... Oui. Alors, surtout à l'époque moderne. À l'époque moderne, les marins changent de navire, etc., continuellement. Donc, les Français vont... Alors, bien sûr, l'État français ne veut pas que ces marins servent d'équipage sur des vaisseaux étrangers, mais les marins français sont nombreux, et les marins étrangers sont nombreux également sur les vaisseaux français. Donc, à Dunkerque, par exemple, il y a beaucoup de Flamands, qui pratiquent la guerre de course, donc sur des navires français. Bien sûr, hein, la guerre de course, on peut se faire de l'argent, et donc quand on se fait de l'argent, on trouve toujours les hommes Oui, bien sûr. pour gagner un petit peu plus pour améliorer leur niveau de vie, si vous voulez. Et quel était l'état de la marine pendant la Révolution? Il y a quand même beaucoup d'officiers qui sont partis, donc comment s'est opérée la relève? Alors, il y a un de mes étudiants qui vient de soutenir une thèse sur la marine française, la marine française pendant la Révolution. Et bon, il y a beaucoup d'officiers qui sont partis, mais je dirais il y a de nouveaux officiers qui les ont remplacés. Et le bilan, alors on a un bilan très très négatif de la marine française sous la Révolution. Traditionnellement, on dit que c'était une marine. Alors, ce qu'a montré mon étudiant, c'est que ce n'est pas tout à fait le cas. Alors, elle est complètement dominée par la marine anglaise, qui est beaucoup mieux organisée, mais elle n'est pas, je dirais, si affaiblie qu'on a bien voulu le dire. Et donc... son ouvrage va paraître prochainement. Donc, oui, on pourra le lire. Alors, c'est quoi le titre de sa thèse? C'est les opérations de la marine française à Brest, donc dans les colonies et sur les côtes de France pendant la Révolution. Et son nom? Olivier Aranda, il s'appelle. Avec l'arrêt officiel de la guerre de course, en fait, un arrêt officiel, mais il y a de l'officieux? Oui, alors finalement, après les guerres napoléoniennes, la guerre de course, je dirais, ça devient anecdotique, hein. Puisque les marines se renforcent, et puis les vaisseaux deviennent de plus en plus, je dirais, gros, mieux protégés. Donc,
Je dirais, après, les grands feux de la guerre de course donc, se terminent après les guerres napoléoniennes. Puis en plus de ça, après les guerres napoléoniennes, il y a une période de paix en Europe, donc Ça fait du bien. oui, ça fait du bien, qui met fin, je dirais, à toutes ces opérations militaires. Autre chose sur la guerre de course. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les neutres pendant les conflits. Alors, les neutres ne font pas partie, je dirais, des belligérants. Par contre, les neutres, je dirais, font beaucoup de profit puisqu'ils naviguent pour les belligérants. Donc, les neutres sont étroitement surveillés par des deux côtés. Donc, si les vaisseaux neutres naviguent, ils peuvent se faire arrêter et contrôler donc, par les pays en guerre. Mais donc, si leurs papiers sont en règle, donc, je dirais, les corsaires sont obligés de les relâcher. Mais ce ne sont pas des corsaires avec des lettres de marque, ceux-là. Les neutres ne sont pas du tout corsaires. D'accord. Eux, ce sont des commerçants. Ah. Vous voyez, les corsaires essaient d'arrêter ces navires. Mais généralement, ces navires ont des papiers en règle et ne peuvent pas être arrêtés. Alors, les papiers en règle, je dirais entre guillemets, parce que moi, j'ai travaillé pendant la Révolution française. J'ai travaillé beaucoup sur les neutres scandinaves, danois et suédois. Et les neutres ont des faux papiers, des fausses destinations, tout est faux. S'ils se font arrêter par les Anglais ou les Français, ils sont en règle. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, la France souffre d'un déficit en céréales au début de la Révolution. Et donc, la France achète des céréales, en particulier par l'intermédiaire du Danemark, mais les céréales viennent de Pologne, d'Ukraine, vous voyez, de cette région. Et les navires ont des documents indiquant qu'ils vont tous décharger ces céréales à Lisbonne ou à Bilbao. Vous comprenez le système. Quand on va à Lisbonne, on loge les côtes françaises. Et donc, s'il n'y a pas de corsaires en vue, hop, on rentre à Bordeaux, éventuellement à Nantes ou à Brest. Alors, les Anglais sont au courant, parce que les Anglais ont des espions dans les ports du Nord, savent que ces navires sont chargés de céréales à destination de la France. Mais comme tous les papiers sont en règle, ils ne peuvent rien faire. Alors, ce que font les Anglais, quand ils arrêtent un vaisseau danois, par exemple, chargé de céréales, eh bien, ils achètent les céréales. Le bateau est jugé mauvaise prise. Ils achètent les céréales. Ils empêchent les céréales de venir en France. Et donc, la France continue à avoir ses problèmes de subsistance. Par contre, et les Anglais se retrouvent avec des quantités de céréales sur leur quai. Donc, et les Scandinaves le savent. Donc, finalement, ils jouent avec cela également. J'ai un autre exemple, un bateau qui part de Norvège, chargé de bois de très très mauvaise qualité. Et donc les ordres que l'armateur donne à son capitaine, c'est d'essayer de se faire arrêter par les Anglais, parce qu'il est sûr qu'ils rachèteront la cargaison. Donc vous voyez, les temps de guerre sont un peu compliqués. Donc, et c'est ce qui arrive. Donc, le vaisseau est arrêté par les corsaires ou je ne sais pas, ou la Navy britannique. Le bateau doit décharger sa cargaison à Londres. Et l'amirauté britannique se plaint que ces quais sont chargés de bois de très très mauvaise qualité, qu'ils ont payé très cher, parce que bien sûr, ils payent selon la valeur des factures qui sont à bord des navires. Donc, je m'amuse un petit peu avec ces neutres en temps de guerre. Alors, nos deux frégates, Ariane et l'Andromaque, là, elles ont été bombardées par le Northumberland. Oui. Mais là, il n'y a pas eu de prise. Il y a eu destruction des navires. Oui. Donc, ça arrivait aussi. Ah, ça arrivait aussi. Et bien sûr, le Northumberland savait que les vaisseaux français, c'est des vaisseaux de la marine française, la marine de guerre française. Donc, c'est tout à fait logique qu'ils se fassent canonner et couler. C'est le temps du blocus. Donc, la guerre est très, très tendue entre les Britanniques et les Français, 1812. Oui. Eh bien, merci Pierre-Yves Prochas pour cet échange riche en informations. À présent, la guerre de course n'a plus de secret pour nous. Merci. Merci beaucoup. Le Conservatoire des frégates ensevelies, réalisation et prise de son Martine Rollet, une production Radio Balise soutenue par la région Bretagne.